et bienvenue dans cette nouvelle édition pour commenter et analyser les résultats de l'observatoire Thémis, Eight Advisory des difficultés financières des entreprises. Alors, quel est l'état des procédures collectives ce trimestre? Que doit-on faire en cas de complications et comment éviter un redressement ou pire, une liquidation judiciaire? Pour nous en parler, nous avons avec nous aujourd'hui 3 experts. Benoît Desteract, bonjour, vous êtes directeur général de la banque Thémis. Bonjour. Bonjour. Face à vous, Christophe Thévenot, bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur judiciaire et vice-président du Conseil national de votre profession. Et enfin, Cédric Collard, vous êtes associé de Eight Advisory en charge du département des situations spéciales. Bienvenue. Bonjour. Benoît Desteract, pouvez-vous nous analyser les chiffres de ce 3e trimestre? Les chiffres de ce 3e trimestre sont surprenants, a priori, puisque nous avons une hausse des défaillances d'entreprises de plus de 5%. C'est un peu en contradiction avec tout ce qu'on entend. Depuis le début de l'année, la baisse est forte, puisqu'elle est de 14%. Je pense qu'on peut expliquer cette hausse par des phénomènes liés peut-être aux élections présidentielles et à des retards de dossiers. Il y a 3 régions qui sont un peu plus touchées par la hausse, qui sont le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Île-de-France. Mais globalement, il faut quand même constater qu'on a une forte baisse depuis le début de l'année. Dans ces chiffres-là, il y a une forte baisse depuis le début de l'année, une reprise au 3e trimestre, 5%, c'est ce que tu as dit. Si dans les chiffres que donne Thémis, si on regarde les sociétés, plus de 15 millions ou 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, la hausse des défaillances est beaucoup plus importante, 13 ou 18%. Tout à fait, oui. Pour moi, il y a indéniablement un effet rattrapage dû aux élections. C'est-à-dire qu'avant les élections, les sociétés ont patienté, elles ont sans doute été aidées pour certaines d'entre elles par les pouvoirs publics. Et donc on les a vues ensuite arriver au 3e trimestre de cette année. Cédric Collard, avez, quant à vous, noté un secteur plus fragile en particulier? Secteur plus fragile récemment qui surgit là, non, mais des secteurs qui étaient eux-mêmes en difficulté. Alors, pas tant par la situation économique qui est quand même meilleure, puisque ce que l'on observe là, c'est que ça augmente, alors qu'il y a un effet stock qui a probablement, comme vous l'avez dit tous les deux, dû au présidentiel, parce qu'économiquement, le moral est quand même meilleur chez les chefs d'entreprise, il est apparemment meilleur chez les Français. On sort de 6 mois de psychodrame politique, donc voilà, c'est derrière et tout le monde va mieux. Mais il y a quand même des habitudes de consommation qui changent. Et des industries qui sont en train de se renouveler et de se moderniser. Et le retail textile souffre, d'autant plus qu'on a eu un mois d'octobre qui était quand même trop chaud, donc qui n'ont pas poussé ces dames et ces messieurs à rentrer dans les magasins pour acheter des habits d'hiver, tout bêtement. Et la sous-traitance automobile, qui avec toutes les modifications et tous les problèmes liés au diesel, à l'électrification, aux voitures autonomes, etc., et les habitudes de consommation qui changent, des sous-traitants eux-mêmes qui doivent faire des gros investissements, et n'ayant en général pas assez de capitaux propres, n'ont pas forcément les financements pour faire les investissements. Donc on a des secteurs qui souffrent, mais qui souffrent déjà un certain temps et qui sont à décorréler directement de la situation macroéconomique. Vous parlez de secteurs qui souffrent. Alors quel est le secteur qui se porte le mieux selon vous? Il y a un secteur indéniablement qui va beaucoup mieux, qui est celui du bâtiment et travaux publics, le BTP. On voit aujourd'hui beaucoup de mises en chantier, le nombre de mises en chantier a considérablement augmenté. Et nous, dans les sociétés en difficulté, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, messieurs, mais on n'a plus aucun dossier dans ce secteur-là, alors que dès que ça ralentit un peu, un des premiers secteurs qui est touché, c'est quand même celui-là. Nous, on constate une très forte baisse dans ce domaine-là. Oui, de mon côté aussi, on n'a pas vu de dossier important ou même modeste d'ailleurs, en bâtiment, en sous-traitance, pas sous-traitance, second œuvre, depuis plusieurs années, alors que les années crise, malheureusement, avaient vu beaucoup de dossiers qui n'avaient pas beaucoup d'avenir parce que la consommation n'était pas là. Justement, en termes de crise, on parle de 60 000 faillites par an. L'Observatoire, quant à lui, observe 2000 faillites par an en ce qui concerne les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1 million d'euros. Alors, quelle est, selon vous, la bonne approche? Je ne sais pas s'il y a une bonne approche. Par contre, le constat qu'on peut faire, c'est que 2000 sociétés de plus d'1 million d'euros sur 60 000, ça fait à peu près 3-4%. Alors que ces mêmes sociétés représentent 7 à 8% du tissu économique global, qu'on retrouve
dans les 60 000 ou 55 000 défaillances annuelles. Donc le premier constat, c'est que ces entreprises un peu plus importantes s'en sortent mieux, la proportion est plus faible, et elles s'en sortent mieux sans doute parce qu'elles ont des ressources humaines, des conseils, qui leur permet de faire du reporting, du suivi de trésorerie, qui est vraiment la clé, qu'on soit petite entreprise ou grande ou moyenne, et Cédric sait ça par cœur, parce que la clé pour éviter le dépôt, c'est vraiment l'anticipation, ce qu'on répète depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais donc je trouve que ça illustre bien le fait que dès qu'on a un peu plus de ressources, dès qu'on est un peu plus important, et 1 million, c'est pas énorme malgré tout, on a plus de chances de s'en sortir. Justement, à quel moment, du coup, doit-on agir ? Alors, le plus en amont, mais il faut à la fois anticiper pour éviter la défaillance. Encore une fois, le reporting sert à ça. Et pour éviter la défaillance, si on la voit arriver, il y a des procédures préventives, mandat ad hoc, conciliation. Mais il faut également anticiper pour bien préparer un redressement judiciaire ou une sauvegarde. Et parce qu'en matière de redressement judiciaire ou de sauvegarde, surtout pour les entreprises de taille un petit peu significative, plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, le taux de solution, c'est-à-dire plan de redressement ou cession, qui est une poursuite d'activité, est de 1 sur 2, c'est 50%. Et donc il faut le dire et le redire, parce qu'un redressement bien préparé est une bonne façon de restructurer et d'étaler dans le temps une dette qui est devenue trop lourde. Et un redressement n'est pas forcément un échec. Un redressement judiciaire, ça peut être la clé de la solution. C'est un recalage. C'est un recalage. Plus il est fait et préparé, comme le dit Maître Thévenot, plus il est fait en amont et préparé, plus on a de chances d'avoir une sortie. Et le concept français du gel des dettes pour une certaine durée, pour redonner de l'oxygène à l'entreprise et de la force, si c'est bien préparé, c'est une bonne méthode de rebond. Et la banque du rebond vous aidera à financer votre rebond. Merci à tous d'être venus sur ce plateau et de nous avoir éclairés sur ce sujet. Vous pourrez désormais retrouver tous ces chiffres région par région sur Les Échos.